Salut! J'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui sur ma route vers les États-Unis, c'est-à-dire que je vais parler de pourquoi je suis aux États-Unis, comment je suis arrivée là, qu'est-ce que je fais aux États-Unis en ce moment. Et j'espère que ça va répondre à plein de questions que tout le monde me pose et questions que moi-même je me posais avant de venir aux États-Unis et même au début quand je suis arrivée. Alors, dans cette vidéo, qui j'espère ne va pas être trop longue, je vais expliquer pourquoi j'ai décidé de venir aux États-Unis et comment j'ai fait pour obtenir mes visas. J'ai eu 3 ou 4 visas différents. Comment j'ai préparé mon départ, je me suis organisée pour mon voyage. Et une fois que je suis arrivée ici, comment je me suis organisée aussi. Et puis, un petit mot pour la fin. Ah oui, comment commencer? Déjà, qui je suis? Donc, mon nom, c'est Chloé, j'ai 28 ans. J'habite actuellement à Raleigh, en Caroline du Nord, donc c'est sur la côte est des États-Unis. Je suis actuellement dans un programme, je suis en train de finir ma thèse, donc je suis dans un graduate program, aux États-Unis, on appelle ça comme ça, ou donc l'équivalent d'un doctorat en France. Et donc là, je suis dans ma dernière année. Donc voilà. Qu'est-ce que je faisais en France avant de venir aux États-Unis? Mon chien qui est en train de grignoter son os juste à côté de moi, j'espère que vous n'allez pas trop entendre. Euh, alors, je suis née en région parisienne dans le 94, donc je ne sais pas si c'était de région parisienne, mais voilà. Euh, ensuite, ma famille et moi, on a déménagé en Loire-Atlantique dans le 44. J'ai fait mon collège et mon lycée là-bas. Ensuite, je suis allée un an à la fac de Nantes en sciences. Euh, je suis partie en prépa BCPST, donc c'est biologie, chimie, physique, sciences de la vie et de la terre. Et ça, c'est pour se préparer au concours agro, véto, géologie et ingé. J'espère que je n'oublie rien. Et après, du coup, mes 2 ans de prépa, j'ai intégré une école qui s'appelle l'ENSTBB. C'est une école d'ingénieurs en biotechnologie à Bordeaux. Et pendant ma deuxième année, du coup, à l'école d'ingé, c'est là où j'ai décidé de venir aux États-Unis. Voilà, donc ça donne une idée globale de qui je suis. Euh, ah bah non, du coup, j'avais oublié que j'avais cette slide-là. Alors, pourquoi je suis venue aux États-Unis? Donc, comme je disais juste avant, j'ai été en école d'ingé en biotech, donc je suis une scientifique. Vous pouvez voir en haut à droite, là, c'est moi, dans une conférence à Banff, au Canada, en Alberta. J'étais là-bas en octobre, c'était top. Pendant une semaine, en gros, on faisait des sciences, des sciences, des sciences. On a aussi fait quelques randos quand même et un peu de networking. C'est vraiment cool. Et j'ai pu du coup présenter la recherche que je fais pendant ma thèse. Si vous avez des questions là-dessus plus tard, je peux répondre, vous pouvez me contacter ou dans les commentaires. Bref, et d'autres trucs que j'aime beaucoup faire et pour lesquels je suis venue aux États-Unis, je suis une grosse fan des randos. Les randos, c'est mon gros kiff. Vous pouvez voir la photo en haut, là, c'était dans le Colorado, dans les montagnes. Et la photo en bas à droite, c'était en Alberta, dans le Canada, justement, pendant la semaine où j'étais en conférence. Et une autre raison pour laquelle je voulais vraiment venir, c'est que euh, typique, comme on appelle ça, horse girl en anglais, je ne sais pas quelle traduction en français, mais du coup, le kiff encore plus gros après les randos, c'est les chevaux. Et là, à gauche, vous pouvez voir du coup ma jument, Frost, que du coup, j'ai monté là il y a 1 ou 2 semaines. Et en bas, c'est Nick, un des autres chevaux que je monte en western. Et vraiment, les opportunités de monter en western aux États-Unis, ici, c'est ouf. Enfin, non, c'est le pays d'origine du western. Donc voilà, les quelques raisons pour lesquelles je suis venue aux États-Unis. Bien sûr, mon niveau en anglais était pas ouf quand j'étais en France. Donc c'était une des choses pour lesquelles je voulais venir aux États-Unis pour vraiment améliorer mon anglais. Effectivement, après rester 4 mois la première année, mon anglais a exponentiellement, exponentiellement amélioré, on va dire. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà qui je suis et pourquoi je suis venue aux États-Unis. Il y avait d'autres raisons pour lesquelles bon, je ne savais pas trop enfin, quand j'étais en France. Le fait de venir aux États-Unis, ça m'avait donné une idée plus claire. Mais la manière de penser des gens, la manière de vivre, euh, tout ce qui est sciences académiques, les différentes opportunités qu'il y a, etc. Les opportunités aussi pour les jobs plus tard. Et c'est vrai que personnellement, vivre aux États-Unis, ça me correspond beaucoup plus par rapport à ma manière de réfléchir, pardon, ma manière de travailler. J'aime beaucoup. Je suis une personne qui aime beaucoup travailler et qui prend vraiment plaisir à travailler et à accomplir des choses au travail. Les États-Unis, par exemple, c'est une semaine complète, c'est 40 heures de travail, comparé à 35 en France. Juste pour vous donner une idée de à quel point les Américains ils aiment travailler par rapport aux Français. Et en termes d'opportunités de travail et tout, dans les sciences, c'est différent, on va dire, mais pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'opportunités ici. Donc, c'est pour ça que je continue à revenir et revenir aux États-Unis. Ok. Alors ça, c'est juste pour vous montrer du coup mon labo et le campus. Mon labo, il est à l'école Veto, donc au collège de médecine vétérinaire à NC State University, c'est l'université Caroline du Nord à Raleigh. Donc ça, c'est mon labo et ça, c'est l'autre partie de mon labo. En haut, à gauche, là, vous pouvez voir, c'est une partie de l'école Veto. Il y a la clinique derrière. Là, c'est des labos. Là où je prends la photo, c'est des labos aussi. Et ça, c'est la Bell Tower de NC State. Donc la photo, elle cache le haut, mais chaque université aux États-Unis a une Bell Tower. Donc vous voyez juste l'entrée. Et puis là, c'est juste moi qui travaille dans le labo, hein. Euh, du coup, le fait de venir aux États-Unis, ça m'a donné forcément l'opportunité de voyager beaucoup plus. Donc, je voulais partager ça avec vous un peu pour vous donner l'envie de vouloir venir aux États-Unis. Alors là, en haut à gauche, c'était Death Valley National Park. C'est en Californie. Je recommande. Death Valley, c'est incroyable. Il y a tout type de paysages différents. Il y a des zones qui ressemblent à des cratères. Tu as l'impression d'être en train de marcher sur la Lune. Il y a un lac de sel. Il y a des montagnes.
le désert, les dunes de sable, enfin, c'est la diversité est ouf. Il fait super chaud. Là, là où, au moment où on a pris la photo, ma pote et moi, il faisait 52 degrés dehors. Donc, c'est comme, en fait, si tu cuisines dans ton four à la maison et que quand tu ouvres la porte, tu sais, pour aller récupérer quelque chose dans ton four, la sensation que tu as quand la chaleur du four arrive à ta figure, que tu as ouvert la porte trop vite, c'est comme ça que tu as l'impression d'être à Death Valley National Park quand il fait 52 degrés du coup dehors. La route 66, forcément, c'est mythique. On y a été, on a fait un bon bout dans l'ouest, c'est vraiment cool. En bas, là, c'était Tree National Park. Aussi, je recommande, c'est dans l'ouest américain. C'est aussi en Californie ou en Utah, je sais plus exactement, il faudrait que je regarde. Mais je recommande. Les paysages, encore une fois, ils sont vraiment ouf. Là, vous pouvez voir, à gauche, c'est les montagnes et un lac dans le Colorado. Euh, En haut, là, c'est Brooklyn à New York City. Et là, c'est encore des montagnes dans le Colorado. Je kiffe le Colorado. Tellement d'opportunités aux États-Unis. Ok, alors. Ah, plus de photos. Alors là, à gauche, c'était Banff, dans l'Alberta. Le lac était hyper bleu, c'est dingue. Vous pouvez voir, je suis trempée, il pleuvait, mais c'est pas grave, c'est hyper froid en plus. Quasiment des températures négatives, incroyable. Et là, à droite, c'était la première fois où j'étais arrivée en Virginie, dans mon Airbnb, j'étais hyper contente. J'avais été voir les Shenandoah Mountains, incroyable. Ok, alors quel type de visa j'ai eu déjà, et de un, et de deux, comment j'ai obtenu mes visas? C'est mon chien Ghost qui vient me tenir compagnie. Alors, ça fait, comme je vous ai dit, au début, 7 ans que je suis aux États-Unis. La première année que je suis venue, c'était en 2019. Du coup, c'était pour un stage de 4 mois quand j'étais en école d'ingénieur. Et j'avais eu un visa J1 intern. La deuxième année où je suis venue, c'était pour un stage de 6 mois. C'était pour finir ma thèse de master. Et là, pour ce coup-là, c'était en 2020 et j'avais eu un visa J1 short term. Alors, après avoir fait mes deux stages dans le même labo, donc c'était aussi à NC State, toujours dans le même labo où je suis là, ma boss, elle m'a proposé de travailler pour un an dans mon labo en tant que tech de labo. Et du coup, je suis revenue en 2021 pour toute l'année. Et là, j'étais en J1 Research Scholar pour un an. Et ensuite, j'ai commencé à faire ma thèse donc dans le graduate programme. Donc là, je suis devenue étudiante. Donc, j'ai eu un visa F1 student. Alors, avant de commencer à faire la démarche pour avoir un visa, savoir quel visa, etc., faut vous poser quelques questions parce que ça va vous servir. Déjà, pourquoi vous voulez venir aux États-Unis? Est-ce que vous voulez venir pour travailler et dans quel domaine? Est-ce que vous voulez venir pour étudier et quel type d'études? Et ça va déterminer du coup quel type de visa enfin, vous avez besoin. Ensuite, comment vous voulez venir aux États-Unis et où? Ça va déterminer beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez venir tout seul, avec une autre personne, avec votre famille? Est-ce que vous avez déjà de la famille ici? Et où ça va déterminer, par exemple, si vous voulez aller dans une université ou dans un job, si vous avez un job privé. Est-ce que vous voulez venir dans un État qui est hyper conservateur dans le sud, ou est-ce que vous voulez venir dans un État qui est un peu plus ouvert, libertin dans le nord? Enfin, je fais des généralisations, mais ça va vous aider. Et puis, ça vous aidera aussi pour l'interview à l'ambassade de Paris, parce qu'ils vont vous poser un peu toutes ces questions. Il faut déterminer de quand à quand vous voulez venir, parce que ça, du coup, ça va être marqué sur votre visa, enfin, ça va être sur votre demande de visa en tout cas. Si vous voulez venir pour 4 mois, il vous faut des dates précises, 6 mois, pareil, un an. Si vous voulez venir comme moi pour un programme de longue durée, donc moi, par exemple, mon F1, il est de 6 ans, parce qu'en général, un PhD, ça prend 6 ans à terminer, enfin, à accomplir. Donc, je dis, OK, bah, je vais commencer en 2021, et puis j'espère que j'aurai fini en 2027, et en général, ils vous donnent un visa pour toute la durée, quoi. Si vous finissez avant, tant mieux. Sinon, bah, tant pis. Ensuite, pour le côté finance, il va falloir soit que vous trouviez un job qui va vous payer. Si c'est pas le cas, il faudra que vous preniez un prêt, sauf si vous avez l'argent qui est déjà prêt sur votre compte, donc ce que je vais faire pour vous, mais ce qui est souvent pas le cas, de pouvoir vous supporter financièrement pendant toute la durée de votre voyage. Et si c'est pas le cas, du coup, et que vous avez un salaire, il va falloir démontrer que le salaire que vous allez avoir va être suffisant pour vous supporter financièrement pendant toute la durée de votre voyage. Et enfin, il faudra prouver votre niveau d'anglais, donc soit prendre le TOEFL, l'IELTS, enfin peu importe, ou prouver en tout cas avoir une manière de prouver que votre niveau d'anglais, ça va pas être un problème à toi venir aux États-Unis. Voilà, bon, ça c'est toute information et que tu as réfléchi un peu. Tu peux commencer à faire tes démarches pour le visa une fois que tu sais quel visa il faut. En général, pour moi, pour les J1 et le F1, il a fallu que je remplisse un DS 160. Donc ça, c'est en ligne, hein, tu peux taper sur Google, c'est hyper simple, DS 160 USA. Voilà, donc c'est une série de questions, en fait, je sais plus combien de pages, mais enfin, c'est des questions générales. Ensuite, c'est des adresses, des informations, genre numéro de téléphone et tout ça, pourquoi tu veux venir aux États-Unis. Après, il pose plein de questions
c'est un background check, ce qu'ils appellent. Donc, c'est est-ce que tu as déjà été un criminel avant? Est-ce que tu viens aux États-Unis pour être un criminel? En gros, non. Enfin, j'espère pas en tout cas. Donc voilà, une fois que tu as fini tout ça, tu reçois ton DS 160 et tu peux ensuite passer à la suite. Donc pour moi, la suite, c'était soit un DS 2019 pour les J1, soit ou un I20 pour le visa F1. Donc ça, il faut que tu demandes aux personnes qui vont t'employer de te fournir ces papiers-là. Il faut aussi que tu demandes aux personnes chez qui tu vas venir travailler ta offre ou ton contrat, du coup. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Tu auras bien sûr ton passeport, donc si tu n'as pas encore ton passeport, bien sûr, c'est la première étape à faire. Hein. Tu ne sert, enfin, sert à rien de faire les papiers si tu n'as pas un passeport, parce que ton visa, il va dans ton passeport. Voilà, et les autres papiers qu'il te faudra probablement, c'est donc relevé de banque ou preuve de salaire et ton preuve de niveau d'anglais. Voilà. Et puis une fois que tu as fait tout ça, que tu as réuni tous tes documents et tout ça, tu peux prendre un rendez-vous à l'ambassade de Paris, au consulat des États-Unis à Paris, c'est à côté de la place Concorde. Et en fait, il faut que tu emmènes tous tes documents avec toi et ton passeport, que tu te rendes là-bas en personne. Et ils vont te poser des questions, ils vont prendre tes documents, ils vont prendre tes empreintes des doigts et tout ça, une photo et voilà. Et puis après, suivant comment tu as répondu aux questions et si tous tes documents ils sont en règle, tu as ton visa ou pas. Ce qu'ils font en général, c'est qu'ils gardent ton passeport à l'ambassade et ils te le renvoient par courrier chez toi ou peu importe à quelle adresse à donner avec le visa à l'intérieur. Ok. Alors, se préparer au départ. C'est un peu compliqué parfois. J'espère pas trop avec cette liste-là, peut-être ça va vous aider. Donc là, c'est les choses principales auxquelles il faut penser. Là, par exemple, dans mon labo, on a deux nouveaux étudiants en master qui viennent d'arriver et globalement, c'est cette liste-là que je leur ai donnée. Ils ont quasiment tout fait avant de venir et ils sont arrivés, ils étaient plutôt tranquilles, quoi. Donc en premier, demande ton permis international. En gros, c'est juste une traduction de ton permis français. Ça prend, alors de ce qu'ils m'ont dit, les deux nouveaux étudiants français, là, il y a 6 mois d'attente pour recevoir son permis international. Donc si tu veux vouloir conduire aux États-Unis avec ton permis français, il faut que tu aies ton permis international. Et donc, prends-toi ici à l'avance. Ça, je crois que ça coûte rien du tout. Enfin, je sais plus exactement comment ça se passe. Il me semble pas que j'avais payé. Et le mien, je l'avais eu en 2 mois, pas 6 mois, mais ça prend quand même du temps. Donc voilà. Ensuite, tu sais déjà où tu vas habiter, au moins dans quelle ville. Prends rendez-vous pour passer ton permis américain. Ça va gagner du temps parce que la plupart des rendez-vous ici pour passer son permis, donc tu les passes à un endroit qui s'appelle le DMV, Department of Motor Vehicles. Et, euh, et les rendez-vous, ils sont très, 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 très backtrack. Si j'étais toi, je prends un rendez-vous à l'avance. Et ton permis américain, en fait, va te servir de permis, mais aussi de carte d'identité. Donc, c'est important d'avoir ce qu'il faut pour passer ton permis, c'est ton Social Security Number, donc je vais en parler juste après. Ensuite, il te faut une assurance et il te faut une voiture. Donc, une voiture de loc ou ta propre voiture si tu l'achètes, les deux, ça marche. Et ce qu'ils vont faire quand tu arrives à la base, c'est que tu passes ton code, bien sûr, et puis un test de conduite. Le code, vraiment hyper, hyper simple. Si tu as déjà ton permis français, je m'inquiète pas. Une des choses les plus importantes que tu dois faire une fois que tu arrives, c'est d'avoir un numéro de sécurité sociale, pardon, Social Security Number, SSN. Pareil, ils sont hyper backtrack. Donc, si j'étais toi, je prends un rendez-vous à l'avance depuis la France à un Social Security Office pour avoir un rendez-vous genre le jour où tu arrives aux États-Unis. Parce que sans ton SSN, tu peux quasiment rien faire. Voilà. Ensuite, bien sûr, t'occuper de ton logement. Donc, en anglais, c'est housing. Si tu cherches un logement, tu peux regarder sur, en général, Facebook, très bien, Facebook Marketplace, ou tous les groupes de housing. Donc, si tu regardes, par exemple, pour moi, c'est NC State, donc c'est l'université off-campus housing, ou Raleigh-Durham ou Triangle Housing, des trucs comme ça. Du coup, très facilement, tu trouves des groupes sur Facebook et tu peux trouver soit des maisons qui sont partagé avec des colocs, ça se fait très souvent aux États-Unis, donc tu retrouveras home shared with roommates en anglais, ou des appartements aussi shared avec roommates ou pas. Euh, donc voilà, les différentes options. Ensuite, une autre chose très importante, bien sûr, c'est d'ouvrir ton compte en banque. Et je conseille, surtout si tu restes aux États-Unis plus de 6 mois, de prendre une carte de crédit et pardon, une carte de débit et aussi une carte de crédit. Pourquoi? Parce que ta carte de débit, en gros, comment ça fonctionne? Quand tu payes avec ta carte de débit, tu utilises les sous que tu as déjà sur ton compte. Ta carte de crédit, en gros, bah, ça utilise un crédit, donc c'est des sous que tu n'as pas, mais que, en gros, la banque t'avance et que tu dois te rembourser à toi-même après avec les sous que tu as sur ton compte. J'espère que c'est à peu près clair. Ta carte de crédit aux États-Unis, elle te permet de construire ce qu'ils appellent un credit score. Et aux États-Unis, c'est hyper important d'avoir un credit score parce que ça te permet d'avoir des crédits. Donc, si plus tard tu vas acheter une voiture à crédit, une maison, euh, et avoir des frais plus importants, en gros, il te faut un crédit score. Et une des manières les plus faciles de commencer à construire son crédit score, c'est d'avoir une carte de crédit. Donc, je recommande. En plus de ça, par exemple, pour moi, je suis chez Bank of America, j'ai une carte de crédit et une carte de débit et j'ai aucun frais bancaire sur mes cartes. Donc, autant avoir les deux cartes, comme ça, si jamais je reste à long terme, ce qui a l'air d'être le cas,
Bah, du coup, j'ai déjà un crédit score et j'aurai beaucoup moins de problèmes après pour acheter une maison, une voiture, etc. Voilà, en anglais, du coup, open bank account and get credit and debit card. Bien sûr, il va te falloir une carte SIM américaine avec un numéro américain. Donc, les numéros américains ici, c'est 3 chiffres, 4 chiffres. Euh, voilà, alors, par exemple, moi, j'ai Mint Mobile, je paye tous les 3 mois. Je paye 25 $ par mois. Donc, c'est pas si cher et j'ai 15 gigabytes d'Internet et bien sûr un appel, messagerie, enfin, voilà. Vous avez aussi comme autre option AT&T, Spectrum, mais je recommande Mint Mobile. Vraiment, je pense que c'est un des meilleurs plans. Voilà, en anglais, du coup, SIM card and American phone number. Une fois que tu as fait tout ça, je pense que tu vas être à peu près prêt à acheter tes billets d'avion. Du coup, n'hésite pas à utiliser Skyscanner ou Google Flights pour trouver les billets avec les prix les moins chers. Un truc que je fais souvent, c'est que quand je sais à peu près vers quelle date je pense venir aux États-Unis ou retourner en France, je vais sur Skyscanner et je mets mes trajets. Donc en général, moi je fais RDU Charles de Gaulle, donc Raleigh Paris. Et sur cette Skyscanner, du coup, je mets mes dates approximatives et je mets des alertes qui basically vont m'envoyer les prix, enfin les fluctuations de prix directement sur mon adresse email. Et donc si par exemple au cours de 2 semaines, je vois que les prix c'est à peu près genre 500 $ pour le trajet, mais qu'un jour ça descend à 450, bon bah boum, j'achète du coup mes billets, comme ça j'économise des sous. Euh, c'est d'utiliser les alertes de Skyscanner, ça m'a vraiment aidé à économiser des sous. Donc je recommande. Ensuite, il va falloir améliorer ton anglais. Si tu étais comme moi et que tu avais un niveau à chier avant de venir aux États-Unis, je recommande parce qu'une fois que tu arrives ici, si tu n'es pas habitué à écouter de l'anglais au moins 1 ou 2 heures par jour, en vrai, c'est hyper fatigant. Toutes les premières semaines où j'étais aux États-Unis, c'était hyper fatigant parce que j'ai enfin, vraiment pas l'habitude de parler anglais, pas vraiment l'habitude d'entendre de l'anglais et du coup, mon cerveau il était on tout le temps et j'étais hyper fatiguée tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Donc, si vous voulez vous rendre la vie un peu plus facile pour quand vous arrivez, essayez de regarder des séries en anglais, en sous-titré français ou juste en anglais, sous-titré anglais, c'est encore mieux. Au moins 1 ou 2 heures par jour, je ne rigole pas, ça aide beaucoup. Et un dernier tip, juste pour pouvoir t'intégrer plus facilement pendant une fois que tu arrives, renseigne-toi sur la culture, learn cultural facts. Ce que je recommande, c'est bah, si tu vas avoir des conversations avec des Américains, l'histoire américaine, ils parlent beaucoup de la guerre civile, en tout cas sur le côté ouest par ici, la guerre civile, tout ce qui est les équipes de foot, surtout à l'université, les équipes de baseball, ou comment ça marche, des célébrités, films, musique, tout ça. Euh, les habitudes culinaires, enfin comment ils cuisinent. Nous, par exemple, dans le sud, on a beaucoup de ce qui est barbecue, seafood, euh, enfin voilà, pensez à ce genre de trucs, les politiques, Trump, pas Trump, Kamala Harris, Barack Obama, enfin bref, ce que vous voulez. Juste essayer de vous renseigner, juste histoire que vous ayez des trucs à parler, à ajouter aux conversations. Ça vous aidera à vous faire des potes et ça vous rendra la vie plus facile. Et mes derniers tips pour la fin, je suppose, une fois que vous êtes arrivé, donc une fois que vous arrivez à l'aéroport, bien sûr, il va falloir un moyen, à moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous chercher, c'est encore mieux, un moyen de vous déplacer. Alors, je recommande le bus ici et le train, c'est pas vraiment la peine d'y penser, sauf si vous êtes très chanceux et que vous allez à New York City ou quelque part où il y a vraiment des transports partout. Mais je veux dire, 90% des États-Unis, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Donc, si j'étais vous, je dépendrai pas trop de ça. Donc, solution Prime Solution, Uber et Lyft. Donc, je vous recommande, mettez sur votre téléphone les applis avant de partir, Uber et Lyft, ça vous sauvera la vie. Ensuite, le soir ou le matin, peu importe quand vous arrivez, moi, à chaque fois, j'arrive le soir, c'est pour ça que je dis le soir. Uber Eats et Grubhub pour commander à bouffer et vous faire délivrer chez vous, c'est top. Sinon, vous pouvez commander directement, par exemple, Domino's Pizza, Papa John's, si vous voulez pizza, McDo, tout ça. Taco Bell, en général, ils ont des modes de livraison. Euh, Ensuite, si vous voulez un endroit pour rester les premiers jours et que vous n'avez pas encore un logement, Airbnb, VRBO, c'est pareil que Airbnb ou Booking.com pour les hôtels, c'est très bien. Booking, en plus, le plus vous l'utilisez, le plus vous avez des promos, donc top. Ensuite, si vous n'avez pas encore un numéro de téléphone américain, mais bon, je vous recommande d'avoir un numéro de téléphone américain avant de venir. Croyez-moi, ça rend les choses plus faciles, surtout pour les applis et tout. Euh, WhatsApp, très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent encore Snapchat, Facebook Messenger et tout ça pour communiquer avec leur famille, leurs potes qui restent en France. Mais WhatsApp, c'est beaucoup plus utilisé par les Américains en tout cas, et du coup, enfin, c'est juste plus facile à utiliser en général. Ensuite, pour gérer vos finances, je vous recommande d'avoir votre banking app. Donc, par exemple, si vous êtes comme moi et que vous ouvrez un compte chez Bank of America, ils ont une appli qui est très bien pour la mettre sur votre téléphone. Vous pouvez voir vos comptes, vous pouvez faire vos transferts, vous pouvez tout faire. Vous pouvez même payer avec vos cartes depuis l'appli. Donc, je recommande de mettre ça sur le téléphone, c'est plus simple.
surtout si vous avez 1 ou 2 semaines avant de recevoir vos cartes, au moins vous pouvez déjà utiliser votre compte en banque avec votre téléphone. Une cash app aux États-Unis, on utilise tous beaucoup Venmo, un peu moins PayPal, mais un peu quand même, et aussi Zelle, juste pour pouvoir se faire des transferts entre potes et tout. Quasiment plus personne n'utilise de cash en vrai. Je sais plus trop comment, enfin, je sais pas si c'est encore comme ça en France ou pas, mais en tout cas ici, la plupart des gens ils ont une cash app, donc je vous recommande. Je pense que la plus utilisée, en tout cas autour de chez moi, c'est Venmo, donc peut-être mettez juste Venmo sur votre téléphone. Perso, je fais beaucoup de rando et j'aime beaucoup être dehors. On est aux États-Unis, c'est l'occasion de s'ouvrir à l'extérieur. Une appli que j'utilise beaucoup pour trouver des champs de rando et tout ça, et les coins, les coins sympas autour et les parcs et tout ça, c'est All Trails. C'est une appli qui est très très bien faite aussi. Je vous recommande de la mettre sur votre téléphone. Rencontrer les gens, ça va être compliqué au début. Je vais pas vous cacher. Un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est Meetup. Il y a un site internet et une appli. Et il y a des groupes pour tout. Moi, je me souviens quand j'étais arrivée, j'avais 21 ans, je faisais la fête tout le temps. Meetup, il y avait des groupes pour aller se rencontrer downtown. Il y avait des groupes pour aller en rando. Il y avait un groupe qui s'appelait I've always wanted to do that. Alors ça, c'était cool parce que c'était que des sorties un peu extraordinaires. On a été faire du skydiving, on a été faire du White River rafting, enfin des trucs un peu hors du commun. Alors là, il y avait des gens de tous les âges, mais du coup, c'était top parce que j'ai pu discuter avec plein de gens de différents, enfin, pas très bien pour rencontrer du monde. Aussi, les groupes Facebook peuvent vous sauver la vie. Il y a un groupe en particulier qui m'a beaucoup aidé, c'est les Français d'Amérique du Nord. D'ailleurs, que vous pouvez utiliser même avant de venir aux États-Unis, parce qu'ils peuvent répondre à vos questions si vous avez des questions particulières par rapport au visa ou vous avez besoin de demander une question particulière à quelqu'un d'autre qui a rien à voir avec ce que moi j'ai fait. Du coup, je vous recommande. Et bien sûr, au bout d'un moment, vous allez devoir faire vos courses. Alors, je recommande Food Lion et Walmart si vous voulez rester sur un budget serré. Ça va être compliqué de trouver des trucs qui ressemblent à des trucs français, on va dire ça comme ça. Food Lion et Walmart, c'est des trucs qui sont cheap. Perso, même mes fruits, mes légumes que j'achète là-bas, pardon, ils n'ont pas vraiment de goût, malheureusement. Même les tomates, par exemple, si je prends un exemple, ont le goût de l'eau. En fait, ça va pas avoir le goût des tomates comme on a en France, malheureusement. Si vous voulez dépenser un peu plus de sous, Harry Potter et Trader Joe, c'est beaucoup plus de produits importés d'Europe. Du coup, ça peut vous aider un peu plus à prendre vos marques au début. Et encore plus cher, Whole Foods. Mais alors là, encore plus de produits importés, beaucoup de produits français, fromage, le vin, le pain. Bah, c'est le pain pas importé, mais à la française quand même. Du coup, si vraiment vous avez du mal avec la bouffe américaine au début, Whole Foods, ça sera très bien pour vous. Voilà, et bah, il n'y a plus qu'à. Bon courage.